Soyez témoin, première diffusion sur la chaîne parisienne le 22 juin 1956. Soyez témoin, une émission d'André Gillois. Comme nous vous l'avons annoncé, ce soir nous allons parler des inondations de janvier 1910. Et évidemment, j'ai reçu un grand nombre de lettres d'auditeurs me proposant leur témoignage, étant donné que tous les Parisiens ont connu ces inondations, ceux au moins qui vivaient en 1910, ce qui n'est pas une date tellement éloignée, et que même ceux qui n'étaient pas des sinistrés allaient voir les inondations. Je n'ai pu naturellement retenir que quelques témoignages. Je m'en excuse encore une fois auprès de tous les autres, auprès de tous ceux qui m'ont envoyé de véritables rapports et même des documents, des photos, etc. Alors, je vais vous proposer d'écouter d'abord les quelques témoins qui ont bien voulu venir jusqu'à nous aujourd'hui, ensuite de quoi nous confronterons leurs témoignages avec les vôtres, puisque vous, Simone, et vous, Jean Verlet, vous étiez à Paris, vous, Jean-Pierre Morphée, vous n'y étiez pas. Non, j'étais pas né. Quel vénard! Nous avons un enfant parmi nous. Ouais. Nous avons devant nous Monsieur Miard, qui a assisté, comme beaucoup de gens, aux inondations de 1910, mais qui m'a écrit pour me dire qu'il était vraisemblablement le premier sinistré du département de la Seine, puisqu'il y avait chez lui une hauteur de 5 mètres d'eau. En effet, c'est important. Et je vais vous demander alors de nous dire ce que vous vous rappelez de cet événement. Ce dont je me rappelle, c'est que nous avions l'habitude d'avoir quelques crues, puisque nous les subissions presque périodiquement. Tous les 2 ou 3 ans, nous prenions un petit bain de pied, mais comme les quais n'étaient pas surélevés, au fur et à mesure que l'on montait, on s'en méfiait, et puis ça n'avait pas une importance considérable. Il faut dire que M. Miard habitait Vitry. Vitry-sur-Seine, le quai du port à l'anglais à l'époque, qui est devenu maintenant le quai Jules Guesde. Évidemment, quand ces crues venaient, nous y parions du mieux que nous pouvions, et ça n'avait pas une grande importance, comme je viens de le dire tout à l'heure. Quand 1910 est venu, nous avons été surpris, non pas par la soudaineté, puisque ça a monté progressivement. Malgré tout, quand on a vu que l'eau montait par-dessus les quais qui avaient été relevés d'au moins 2 mètres ou près de 2,50 mètres, je ne me souviens plus très exactement la hauteur, et là, ça pouvait devenir très alarmant, et ça l'a été au point que, sur le quai même, il est monté environ 2,50 mètres d'eau encore par-dessus. Les quais étaient surélevés, étaient bien plus hauts que les rues adjacentes et que les avenues adjacentes de Vitry. De telle enseigne qu'il s'est créé, là, avant que ces points bas soient remplis, un tel courant que la navigation par bateau devenait presque impossible. Elle devenait possible peut-être pour nous parce que nous étions des gens de métier. Vous étiez marinier vous-même. Je suis plus marinier, si vous voulez. Je suis un ancien constructeur de bateaux. Il est un fait certain que pour nous, nous étions les seuls, en somme, à pouvoir naviguer dans ces courants, qui étaient surtout contraires. Et comme les gens ont été quelque peu surpris dans leur demeure, sincèrement, je vous assure, nous étions très peu nombreux pour essayer de tirer de là. Nous y sommes arrivés, mais en faisant des gymnastiques formidables, en y travaillant presque jour et nuit. La nuit n'était pas très favorable, mais enfin, il fallait même bien qu'on aille retirer les gens qui étaient montés sur leur toit, qui criaient au secours ou qui tiraient des coups de feu, etc. La première nuit, je l'ai passée presque seul. La seconde journée également, il y a un marinier dont le bateau était amarré en amont du pont d'Ivry, un nommé Charlemagne Blancard, dont je veux citer le nom parce qu'il a été d'un dévouement exemplaire, est venu m'aider, et avec son concours, nous avons pu nous sortir tous les gens qui étaient dans notre quartier sans qu'il y ait eu à déplorer d'accidents mortels. C'est vous dire que nous avions été surpris parce que nous ne connaissions pas ces genres de crues. Mon père, qui était d'ailleurs le propriétaire du chantier de bateaux où je travaillais avec lui, connaissait les grandes inondations de 76, mais il était vraiment comme nous surpris. Et comme il avait déjà un certain âge, ça l'avait, comment dirais-je, impressionné à telle enseigne que j'ai dû lui dire, il faut en aller, laisse-nous seuls. Et puis alors quand on a eu retiré à peu près tous les gens de notre quartier, de notre coin, alors du quartier de Porte-à-l'Anglais, il a fallu aller voir après dans tout le quartier même, parce que c'est très étendu, Vitry. Et là, on a encore trouvé des gens qui étaient sur leur toit depuis déjà des journées et des nuits. C'est vous dire si ça devenait une catastrophe formidable. Quand c'était plein, j'ai fait appel, j'ai rencontré deux de mes anciens camarades qui, comme moi,
peut-être pas comme moi parce que ça n'était pas leur métier, mais qui, du fait qu'ils habitaient au bord de l'eau, qu'ils étaient toujours avec nous au chantier, étaient très au courant du bachotage et m'ont donné la main. Nous avons équipé une embarcation tout spécialement, et des deux, dont je vais citer les noms, il s'agissait d'Edmond Chaudy et de Gaston de Messine. Avec eux deux, nous avons installé une embarcation qui nous permettait alors d'aller à notre point de débarquement, qui était l'église de Vitry, à 3,5 km de là. Nous faisions environ 3 ou 4 voyages par jour, 4 voyages par jour, alors qu'une nacelle du génie que les pouvoirs publics avaient appelée en dernière heure, y arrivait difficilement à faire un voyage dans la journée parce que les hommes du génie, ce sont des gens qui, soit des coiffeurs, vous savez qu'on ne respectait pas le métier à l'époque. Et les pompiers? Et les pompiers, c'était des pompiers qui étaient des braves gens, ils n'étaient pas équipés. Alors ils faisaient leur devoir parce qu'il y avait tous ces sinistrés qu'il fallait reloger. Et avec les municipalités qui ont fait vraiment aussi, qui ont été très dévouées à la circonstance, il fallait leur trouver, les héberger, les nourrir, les évacuer au fur et à mesure, parce que l'eau, en arrivant dans Vitry, elle était barrée par exemple, la voie du chemin de fer. Puis quand ça a craqué, la voie du chemin de fer, il a fallu reculer à nouveau, n'est-ce pas? Alors, c'était un travail formidable. Ça a duré combien de temps? Dès l'instant qu'on est intervenu pour tirer les gens de chez eux, jusqu'à ce qu'on puisse les ramener, ça a duré environ une quinzaine de jours. Au début, les municipalités faisaient installer avec les ponts et chaussées des passerelles, mais les passerelles ont été submergées. On y venait avec des camions, avec des chevaux qu'on traînait dans l'eau au besoin pour enlever. Mais alors, à certains endroits où le courant était contraire, là, il n'y avait plus moyen de pouvoir aborder. Il n'y avait qu'avec des bateaux qu'on pouvait faire le nécessaire. Est-ce qu'il y avait des gens qui continuaient à habiter chez eux Il y en a, ceux qui habitaient dans les étages, par exemple. Alors, ce sont ceux-là, justement, heureusement qu'ils n'étaient pas nombreux, que nous avons, avec notre installation, avec mes 2 camarades, que nous avons ravitaillés comme nous pouvions, parce que ceux-là étaient dans les étages et ça durait. Et dame, le pain de 4 livres, il commençait à diminuer sérieusement, et le ravitaillement était absolument impossible. Alors, ils nous cueillaient au passage, nous appelaient où on savait où il y en avait, on allait le chercher, et vous avez besoin de quelque chose, on allait le chercher, on le ramenait. Mais il fallait aller à l'église, et il fallait au moins 3 heures pour pouvoir aller à l'église. C'était l'église, le centre C'était l'église, c'est le point où l'eau arrivait, en natte, ou mourait, n'est-ce pas, et on pouvait aborder. Il n'y a pas eu de maison qui se soit effondrée ou... Dans notre quartier, je n'en ai pas à ma connaissance. Ça représentait combien de personnes sinistrées, rien qu'à Vitry? À Vitry, port, il y avait environ 2500 sinistrés. Mais il y en a qui ont déménagé puisque l'eau venait progressivement, n'est-ce pas, dans ces quartiers. Tant que l'eau n'a pas passé par-dessus le quai, l'eau venant par infiltration, progressivement, les gens s'en allaient. Mais maintenant qu'on tient la rivière dans cette murette, alors qu'il y a quelquefois 3 mètres de contrebas, 3,50 mètres de contrebas, vous savez, les gens viennent avec 1 mètre derrière, la nuit, je les entends de ma demeure, moi, ils viennent mesurer, il y a encore 15 cm, il y a 15 cm, ça va encore, on peut y aller, on peut rester. Non, mais vous parlez de maintenant, période actuelle. de la période actuelle. Oui. Parce que je crois que vous avez dû voir sur ma lettre, moi qui suis chargé justement maintenant de l'organisation des secours par bachotage en cas d'inondation, je fais ça depuis 1910. Ouais. Et le préfet de police de l'époque, M. Lépine, avait tellement bien compris qu'on manquait de gens compétents qu'il a préconisé cette organisation des prud'hommes mariniers, c'est-à-dire qui constituent des cadres capables d'embaucher des gens susceptibles de pouvoir être utilisés pour le secours par bachotage. C'est-à-dire que dès que la Seine monte, encore actuellement, vous êtes alertés et vous commencez à organiser... Oui, mais ça dure déjà, ça fait déjà au moins je ne sais combien de fois. Il y a eu 1919, 1920, 1924. C'est au mois de janvier de l'année dernière, 55, où ça a failli être catastrophique. Vous savez. C'est à cela que vous faisiez allusion en parlant des gens qui venaient la nuit mesurer. C'est ça, c'est très exact, c'est ça. Et vous avez pénétré naturellement dans des maisons quand les eaux se sont retirées. Quel était l'état intérieur? Alors là, c'était lamentable, vous savez, c'était comblé de vases, de cochonneries, et puis personne n'avait pris de précautions. Les victuailles traînaient, les animaux, il y en avait pas mal de crevés. Il n'y a pas eu d'épidémie après? Il n'y a pas eu d'épidémie. D'ailleurs, je crois que les municipalités ont pris des mesures énergiques contre ça. Ils ont vidé les caves, ont vidé les points bas, on a mis des motopompes un petit peu partout, n'est-ce pas? Puis alors, ils ont assaini du mieux qu'ils pouvaient pour l'époque. Et vous n'êtes pas venu à Paris pendant qu'il y avait l'eau, alors? Vous êtes resté à Vitry? Nous ne pouvions pas, vous savez, nous étions trop occupés là-bas. Ça a duré des jours et des nuits, et je vous assure qu'on n'avait pas le temps d'aller voir ce qui se passait par ailleurs. Il y avait bien Alfortville, où c'était là aussi terriblement submergé, puisque vous savez qu'Alfortville forme en somme une île, n'est-ce pas, et il était environné d'eau. Il n'y avait pas un endroit de sec à Alfortville, pas un endroit. Alors là, c'était terrible également. D'après les renseignements que j'ai eus, le maximum de la crue aurait été atteint le 28 janvier à midi. Oui, c'est ça. Et la décrue s'est faite tout de suite après, pas longtemps après.
Bon, pendant que l'eau montait et qu'il y avait déjà de l'eau dans les rues, nous avons eu des bourrasques de neige, on pensait bien que ça allait devenir formidable. Et puis, malgré tout, le temps s'est quelque peu amélioré. Alors, comme l'aval a fini par débiter quelque peu, les arches des ponts se sont dégagées, c'est que les eaux avaient ramassé tous les chantiers de bois de l'amont, de la capitale, et qui venaient à travers des ponts partout, à travers des bateaux. Ça obstruait terriblement le passage de l'eau, qui était déjà suffisamment obstrué par les ponts qui étaient trop petits, n'est-ce pas? Il y avait la Tournelle, il y avait le bras de la Monnaie. Alors que maintenant, tout ça, ce sont des écoulements qui sont beaucoup plus faciles. Merci, soyons optimistes pour terminer. Soyons optimistes, oui, espérons-le. Ah, vous êtes là comme Neptune, là, avec votre Ah, trident, oui. planté devant l'église de Vitry.